Je suis le professeur Claude Somata, enseignant à l'Université catholique du Congo. Et dans le cadre des enseignements en ligne, on va vous faire des modules, on va prêter des modules de cours que les étudiants vont suivre. Alors ce sera des cours qui seront prodigués de manière magistrale. Et ensuite, il y aura aussi des séances de TP. Alors je me présente brièvement. Donc je suis professeur depuis quelques années à l'Université catholique du Congo, professeur d'économie à la faculté d'économie et développement. Alors le cours que j'enseigne sont une variété de cours. Ça va des cours des débutants en première année aux cours qui sont destinés à un public plus averti entre guillemets, c'est-à-dire les étudiants de 3e cycle. Et dans le cadre de ce cours, il sera question de leur donner l'essentiel des concepts, à la fois théoriques et pratiques, dont ils ont besoin pour les renforcements en termes intellectuels. Donc, on va procéder à l'analyse des concepts. On va procéder aussi à l'étude des cas pratiques dans le cadre de ces cours. Donc le premier module va porter sur l'économie monétaire. C'est un cours qui est prodigué en L3, c'est-à-dire 3e année de licence. Alors je vous rappelle que nous on est dans le cadre du système LMD, licence, maîtrise et doctorat. Donc quand je parle de L3, c'est effectivement la licence, mais la 3e année. Alors ce cours d'économie monétaire est destiné justement aux étudiants de licence 3e année. Ce sera le premier module. Alors le deuxième module, ça sera effectivement destiné aux étudiants du 2e cycle, c'est-à-dire les étudiants des Master 1. Alors ça sera le cours d'analyse des politiques monétaires. Le 3e cours va porter sur la gestion financière internationale. Ce module sera destiné aux étudiants de Master 2e année. Et en ce qui concerne le 2e cycle, la boucle sera bouclée avec un cours de macroéconomie ouverte. Donc macroéconomie en économie ouverte. Voilà. Ce cours est destiné spécialement aux étudiants qui sont dans la filière commerce extérieur. Et enfin, le dernier cours sera destiné aux apprenants du 3e cycle, les étudiants qui sont inscrits en DA1. Bon, ce sera un module de gestion financière internationale, mais avec évidemment une accentuation bien pointue sur le problème des commerces extérieurs et le problème des financements du commerce extérieur. Donc ça sera en complémentarité par rapport au cours qui est destiné aux étudiants de master. Donc voilà en gros les 3 cours. Évidemment, ce sont des cours qui seront destinés pour les étudiants dans le cadre de leur formation de 2e semestre. Vous comprendrez qu'on a déjà terminé le premier trimestre, non pas le premier semestre, et là on est en fait en fin d'année et on essaye effectivement de procéder de la manière vu le contexte actuel. Donc voilà en gros l'ossature du cours, avec les points essentiels qui seront développés. Et évidemment, on va rentrer dans le cours magistral dans le cadre de modules spécifiques. Donc voilà en gros, si je peux me permettre, les éléments fondamentaux qui constituent ces cours. Merci beaucoup. Bonjour, nous allons maintenant aborder le 2e chapitre de notre cours d'économie monétaire. Il s'agit de l'analyse de l'offre de monnaie. Alors, ce chapitre est articulé autour de 2 principales sections. La première va porter sur l'analyse de la création monétaire dans un système bancaire hiérarchisé. Il s'agira, dans ces contextes, d'analyser le rôle de la Banque centrale dans un premier point, et dans un second temps, on va analyser le rôle du Trésor public. La deuxième section va porter sur l'étude du contrôle de l'offre de monnaie.
Et cette section sera articulée autour de deux sous-sections, si on peut dire. La première sous-section va porter sur les déterminants de la masse monétaire et la deuxième sous-section va porter sur le multiplicateur du crédit. Sans plus tarder, on va aborder le premier point, c'est-à-dire la création monétaire dans un système bancaire hiérarchisé. Alors, lorsqu'on parle d'un système bancaire hiérarchisé, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un système où il y a au haut de la pyramide la banque centrale et au bas de la pyramide les banques commerciales. On parle dès lors de l'institut d'émission, de la banque des banques pour rendre compte des activités de la banque centrale et des banques de second rang pour rendre compte des activités justement des banques commerciales. Alors pour la banque centrale, on parle aussi des banques de premier rang, n'est-ce pas? Voilà. Alors il faudra maintenant analyser le rôle de la banque centrale. On peut dire que la banque centrale joue deux rôles majeurs, n'est-ce pas? Le premier, c'est la faculté de procéder à l'émission des billets de banque, n'est-ce pas? Et le deuxième attribut, c'est celui justement de procéder au refinancement des banques commerciales en situation d'illiquidité ou les banques commerciales en détresse, les banques commerciales qui manifestent justement cette volonté d'acquérir des ressources en provenance de la banque centrale par rapport à quelques difficultés passagères, mais aussi par rapport effectivement à des besoins réels de refinancement. Okay? Alors on parle de ce point de vue du rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire la banque centrale a cette obligation justement de financer ou de procéder au refinancement des banques commerciales. Okay? Alors évidemment, par rapport à son rôle d'émission monétaire, la banque centrale procède de ce point de vue à la création monétaire, n'est-ce pas? Et de la même manière, les banques commerciales aussi, lorsqu'elles vont procéder à l'octroi du crédit, elles procèdent aussi à la création monétaire. On parle des créations, des destructions monétaires par la suite lorsque le crédit est remboursé, n'est-ce pas? Alors la création monétaire est exercée bien entendu par la Banque centrale parce que la Banque centrale procède à l'émission des billets de banque. Mais il y a aussi une autre institution, n'est-ce pas, qui s'occupe aussi, disons, quelque part de la création monétaire, mais il s'agit souvent des pièces métalliques, hein, et ce rôle est souvent dévolu au trésor public, hein, n'est-ce pas? Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce point. On va insister maintenant sur le premier point, ou la première sous-section, 2.1.1, le rôle de la Banque centrale. Okay? Alors comme on l'a dit en premier, la Banque centrale joue ce rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle est obligée de refinancer les établissements financiers qui sont dans les besoins, n'est-ce pas? Et les banques commerciales vont donc recourir à la Banque centrale pour percevoir des ressources financières, c'est-à-dire des capitaux. Okay? Donc, de ce point de vue, la Banque centrale exerce la création monétaire. Alors, la création monétaire alimente en fait la masse monétaire. En fait, il y a augmentation de la masse monétaire existante. Okay? Et les banques commerciales, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, les banques commerciales aussi ont cette capacité d'augmenter la masse monétaire lorsque elles procèdent justement à l'octroi des crédits. Okay? Alors, la règle inhérente, c'est celle-ci, c'est que ce sont les prêts qui font les dépôts. C'est ça. C'est-à-dire les banques commerciales se refinancent auprès de la Banque centrale avant même de collecter l'épargne. Et cela constitue en fait une création monétaire. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de ces points de vue, n'est-ce pas? Alors, la banque commerciale, la banque centrale d'abord, on va dire c'est la banque des banques, n'est-ce pas? Elle joue justement ce rôle, on avait dit, création monétaire bien entendu. Elle joue le rôle de refinancement, donc c'est-à-dire prêteur en dernier ressort, mais elle joue aussi le rôle de surveillance. Elle surveille les institutions bancaires et non bancaires parce qu'il y a des risques justement des dérives de l'équilibre financier et la Banque centrale est là pour édicter
des règles et aussi suivre l'évolution pour combattre ce qu'on appelle le risque systémique, n'est-ce pas? Donc c'est aussi un rôle majeur qui est dévolu à la Banque centrale. Ok? Si on considère maintenant le deuxième point va plus analyser le contrôle de l'offre de monnaie, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de l'offre de monnaie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces chapitres, enfin pas ces chapitres, cette section sera articulée autour de deux parties, deux parties ou deux sous-sections, et la première sous-section porte sur les déterminants de la masse monétaire. Alors, quand on parle de la masse monétaire, il faudra qu'on revienne un peu sur la définition même de la masse monétaire. La masse monétaire constitue la quantité totale des encaisses monétaires détenues par les agents économiques non financiers. Ok? Elle est donc différente de la banque, ou plutôt de la monnaie banque centrale. La monnaie banque centrale qui provient justement de la banque centrale. Ok? Lorsque celle-ci exerce la création monétaire. Ok? Mais la masse monétaire, comme on vient de le dire, c'est la quantité de monnaie détenue par les agents économiques non financiers. Ok? Alors, elle peut être définie par rapport au stock, n'est-ce pas? Et elle est définie par rapport à un moment déterminé. Par exemple, au 31 décembre, on peut dire, voilà, la masse monétaire, elle est fixée à un tel montant, n'est-ce pas? La monnaie banque centrale, par contre, constitue ce qu'on appelle la monnaie structurale, la monnaie créée par la banque d'émission lors du financement des banques commerciales. Okay? Donc, c'est bien différent de la monnaie, de la masse monétaire. Donc, la monnaie banque centrale est bien différente de la monnaie banque centrale. Okay? La masse monétaire, elle est bien différente, je répète, la masse monétaire, elle est bien différente de la monnaie banque centrale qui est créée par la banque centrale lorsque celle-ci procède au refinancement des banques commerciales. Ok? Alors la masse monétaire maintenant évolue par rapport à la création monétaire, n'est-ce pas? Donc pour analyser effectivement l'évolution de la masse monétaire, on peut se baser aussi sur l'évolution de la monnaie banque centrale, n'est-ce pas? Donc il y a une corrélation positive, si on peut dire, on le verra par les aspects du multiplicateur ou du diviseur du crédit. Il y a quand même une corrélation, on va dire, entre l'évolution de la masse monétaire et l'évolution de la monnaie banque centrale. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de ces points de vue, n'est-ce pas? Ok. Alors, on va passer à la dernière sous-section qui est vraiment une section qui est importante parce qu'on va raisonner par rapport au multiplicateur du crédit. Donc c'est important qu'on puisse insister un peu plus sur cette sous-section. Ok? Alors lorsqu'on parle du multiplicateur du crédit, il faudra qu'on insiste d'abord ou qu'on essaye de nous rendre compte de l'adage qui est utilisé. Souvent, ce sont les crédits qui font les dépôts et non l'inverse, n'est-ce pas? Alors, les crédits ils font les dépôts. Cet adage est basé sur trois idées fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire? Les banques commerciales vont procéder aux emprunts par rapport à la monnaie banque centrale reçue. C'est-à-dire, le montant du crédit alloué dépend quelque part du montant des ressources reçues de la banque centrale, c'est-à-dire du mécanisme de refinancement auprès de la banque centrale, okay, de la monnaie banque centrale perçue. C'est-à-dire la quantité de monnaie banque centrale perçue lors de la création monétaire est le fait justement de l'évolution de la politique monétaire mise en place. Si on veut inonder les ressources avec, ou plutôt le marché avec les encaisses monétaires, eh bien, ça va créer plus de monnaie et de ce point de vue, l'évolution se fera aussi de la même manière par rapport à la masse monétaire. Donc voilà un peu la corrélation qu'on peut avoir entre la création monétaire, mais surtout entre la masse monétaire, c'est-à-dire la monnaie banque centrale qui est créée, n'est-ce pas, par la banque centrale, n'est-ce pas, et la monnaie qui est détenue par les agents économiques non financiers, c'est-à-dire la masse monétaire. Okay?
Voilà. Deuxième idée fondamentale, c'est que les emprunteurs potentiels disposent de la demande de monnaie illimitée ou de la demande de crédit illimitée et de mer solvable. Les emprunteurs potentiels, c'est-à-dire les agents économiques qui ont des besoins de financement, ces emprunteurs ont un besoin en fait de ressources qui est illimité. Et on suppose que ces agents sont solvables, c'est-à-dire que lorsque les agents empruntent des fonds au niveau des banques centrales, ils sont en mesure de rembourser, n'est-ce pas, les crédits perçus dans ces contextes. Et enfin, la troisième idée fondamentale, n'est-ce pas, liée justement au principe du multiplicateur de crédit, c'est le fait que la banque centrale peut subir deux sortes de fuites, n'est-ce pas, sous forme de billets de banque et sous forme de réserves obligatoires. Donc on peut représenter la composition de la masse monétaire, n'est-ce pas? La masse monétaire, on va appeler ça M. La masse monétaire M est composée par les billets de banque, c'est-à-dire B, mais aussi par les dépôts des agents économiques. Première relation, n'est-ce pas? D, ça sera égal à quoi? M moins B, n'est-ce pas? Et de ce point de vue, on peut dire que D, puisque B, on avait trouvé à quoi ça correspond au départ par rapport à cette relation. Donc on va dire que M égale à B. On remplace justement B par la valeur qu'on avait trouvée ici, la relation M, non plutôt B multiplié par M. Ok. D'où D égale à quoi? On met en évidence M. Donc ça va faire M multiplié par 1 moins B. Voilà. La boucle est bouclée. Ça va nous permettre justement de rendre compte du principe du multiplicateur. On remplace maintenant dans la relation qui nous donne la base monétaire. On a trouvé la valeur de B, on revient un peu. H, on avait dit que H est égal à quoi? H égale à B plus R, n'est-ce pas? Et on a remplacé les relations R, on va utiliser, et puis on a trouvé en fait la relation qui nous donne D, n'est-ce pas? RD, donc on peut maintenant remplacer ici R par R multiplié par D comme on a trouvé la valeur de D, et puis de l'autre côté on a B. Voilà, c'est simple. Donc ça nous permet d'avoir justement BM, on garde le premier terme, BM, et ici on a seulement remplacé par B si on peut dire, n'est-ce pas? Ok, qu'on avait trouvé ici, je reprends, on avait plutôt D, D qu'on avait trouvé ici, DRD en fait, et D c'est toute cette relation. Ok, donc ça nous permet d'avoir effectivement R 1 moins B multiplié par M. Ok, alors la base monétaire, maintenant, on a une relation. Si en fait, ça c'est la variable endogène, H, c'est-à-dire la base monétaire, dépend de M. Ça, c'est la relation qu'on a dans un premier temps. C'est-à-dire, on raisonne par rapport au principe du multiplicateur. On peut mettre en évidence, ici, qu'est-ce qu'on a? On met en évidence quoi? M. Ici, on va rester avec B. Et ici, on a R, 1 moins B, multiplié par M. Ok, donc ça c'est évidemment le principe du multiplicateur. Qu'est-ce qu'on va dire? On peut maintenant inverser la relation ici. On va dire que la masse monétaire maintenant dépend de la base monétaire à un coefficient près. Ok, donc on peut aussi inverser la relation. Ok, voilà ce qu'on a de ce point de vue. Multiplié par R. Ok, ici on raisonne en termes de multiplicateur, n'est-ce pas? Donc la masse monétaire c'est un multiple de H, de la base monétaire, mais on peut aussi raisonner en termes de diviseur, n'est-ce pas? Ok, donc si on regarde la relation qu'on a au départ, ça nous permet justement de
rendre compte d'abord du principe du multiplicateur. Ça, c'est le principe du multiplicateur. Ok? Le principe du multiplicateur nous dit que la masse monétaire, justement, constitue un multiple de la monnaie banque centrale. Et en inversant, en fait, la relation, maintenant, on raisonne en termes de multiplicateur, puisque ça, c'est un coefficient. Ça veut dire M, la masse monétaire, effectivement, de ce point de vue, c'est maintenant un diviseur de la base monétaire. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Non, c'est plutôt un multiplicateur de la base. Si on raisonne de ce point de vue, voilà, quand on raisonne de ce point de vue, on voit bien que la masse monétaire constitue en fait un multiplicateur de la base monétaire. Ça, effectivement. Ok? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et de ce point de vue, la base monétaire constitue un diviseur et puis un multiplicateur. Donc voilà un peu la relation qu'on peut avoir. Ok? La relation est vraiment importante de ce point de vue. Ici, on raisonne par rapport à la masse monétaire comme un multiple, n'est-ce pas, de la base monétaire. Ici, la masse monétaire est constituée un multiple de la base monétaire. Ok? On peut raisonner en termes de variation de la masse monétaire qui sera proportionnelle à la variation justement de la base monétaire. Donc voilà un peu en quoi le principe du multiplicateur joue. On fait varier la base monétaire et ça a un impact sur la base monétaire. Mais on peut raisonner autrement, c'est-à-dire au lieu de raisonner en termes de multiplicateur comme on a fait ici, on peut raisonner en termes de diviseur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? On inverse seulement la relation. Ça veut dire que la variation de la base monétaire entraîne 1 sur M, la variation de la masse monétaire. Ok? Donc, là, on raisonne en termes de diviseur du crédit. Et là, en fait, ça, là, c'est le diviseur. Voilà. Ok? Donc, les refinancements demandés par les banques commerciales, n'est-ce pas, la banque centrale, constituent une fraction justement du crédit. C'est ça ce que ça veut dire. Les refinancements, c'est-à-dire la masse monétaire demandée, constitue en fait une fraction, une partie du montant de crédit, n'est-ce pas? Les refinancements, n'est-ce pas? La monnaie banque centrale constitue en fait une partie du crédit alloué par les banques commerciales. Donc voilà un peu le principe qui nous régisse par rapport à la politique monétaire. Donc les liens qui est établi, bien entendu, c'est le fait que la banque centrale procède au refinancement des banques commerciales, n'est-ce pas? Et de ce point de vue, il y a une relation directe entre la banque centrale, ok, et les banques commerciale. Ok? La Banque centrale procède au refinancement des banques centrales moyennant justement un taux, ce qu'on appelle le taux des bases bancaires ou les taux directeurs, n'est-ce pas? Qui est le taux de refinancement des banques centrales ou plutôt des banques commerciales auprès de la Banque centrale. Et les banques centrales, par rapport aux ressources obtenues, par rapport à la création monétaire qui est exercée dans la première étape, il y a une deuxième étape qui s'opère lorsque les banques centrales procèdent au crédit, n'est-ce pas? Là, ils pratiquent en fait ce qu'on appelle un taux directeur. Pas un taux directeur, un taux d'intérêt débiteur, n'est-ce pas? Ils procèdent au crédit aux entreprises comme ils procèdent au crédit aux ménages. Donc, il y a une deuxième création monétaire qui s'opère dans ces sens. Donc, c'est ça la logique qui est derrière cette opération. N'est-ce pas? Voilà, la boucle est bouclée. Je vous remercie de votre attention.